Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième rencontre Nutrition en avant les parents. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler du petit déjeuner. La dernière fois, nous avons travaillé sur les 7 familles d'aliments. Donc si jamais vous avez loupé cette première rencontre, n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur YouTube. Donc je me présente, je suis Caroline Bataille-Delcroix, chargée de prévention nutritionnelle pour la Mutualité française des Hauts-de-France, qui est une fédération de mutuelles et qui œuvre pour l'accès aux soins et la prévention santé. Alors, si vous n'avez pas vu peut-être le compte à rebours, je vous fais un petit point sur l'application Teams. Donc, sur votre droite, vous avez accès au chat pour nous poser vos questions, pour faire des commentaires, et vous allez voir aussi que vous allez devoir répondre à nos petites questions. Sur le bas gauche de votre écran, vous avez possibilité de mettre en pause l'événement. Alors, si vous mettez en pause, bien sûr, vous serez en décalage avec le chat. Donc, n'hésitez pas à revenir avec nous. Si jamais vous êtes sur un téléphone, on va obligatoirement vous mettre en pause quand vous allez commenter ou poser une question. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir nous retrouver. De toute façon, le replay sera disponible également. Alors, je vais vous partager le contenu de présentation. Hop. Donc, cette action sur le petit déjeuner est en partenariat avec l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, et également avec l'Éducation nationale, donc les rectorats de Lille et d'Amiens, et la MGEN, qui est la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Et je vais tout de suite laisser la parole à Adeline Larzillière, qui est diététicienne nutritionniste. Bonsoir à tous, donc Adeline Larzillière, diététicienne. On est ensemble pour parler du petit déjeuner et donc je vais démarrer par une question. Pourquoi doit-on prendre un petit déjeuner? Je vous laisse un petit peu de réflexion avant de vous donner les réponses. Donc, pourquoi on prend un petit déjeuner le matin? Donc, toute la nuit, on a utilisé l'énergie qu'on a consommée au dîner et donc pour pouvoir rester concentré toute la matinée, notamment pour que les enfants assimilent les informations, mais que vous aussi en tant que parents au travail, vous soyez concentrés, il va falloir avoir l'énergie nécessaire, un peu comme la voiture dans laquelle on met de l'essence pour pouvoir avancer. Donc cette énergie, on va la retrouver dans le petit déjeuner, on verra après grâce à quels aliments. Et le fait d'avoir un bon petit déjeuner le matin va vous permettre également de ne pas avoir de petites fringales, de coups de barre, de coups de fatigue dans la matinée et du coup de pouvoir attendre le repas suivant qui est le déjeuner sans grignoter et en couvrant tous vos besoins, le but étant de ne pas avoir cette sensation-là. On va retrouver également quelque chose qui est important dans la répartition de l'énergie, c'est le fait d'être en bonne santé en couvrant les besoins, notamment pour les enfants, les besoins liés à la croissance. Donc, entre le matin et le midi, on a donc besoin d'avoir ce petit déjeuner qui représente à peu près 20%, 25% parfois des besoins de la journée. Le repas suivant étant le déjeuner qui représente lui 40% des besoins de la journée.
Le goûter, c'est 10%, on en parlera la semaine prochaine. Et le dîner, on est sur 30% des besoins de la journée. Donc, vous voyez que le petit déjeuner est quand même un repas assez important en termes d'apport. Et c'est lui aussi qui permet de démarrer la journée. Et du coup, si on démarre correctement la journée, on permet d'être en forme aussi tout au long. Alors, comment on va couvrir ces 20% d'apport énergétique? Alors, première petite question quiz pour voir si vous arrivez bien à gérer le chat et aussi pour savoir un petit peu où vous en êtes par rapport au petit déjeuner. Donc, de quelle famille d'aliments un petit déjeuner équilibré est-il composé? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il est conseillé de composer dans le petit déjeuner? Alors, réponse A, féculents, eau et fruits. Réponse B, féculents, fruits et produits laitiers. Ou réponse C, féculents et produits sucrés. Donc, vous avez juste à taper A, B ou C dans le chat. Donc, réponse A, si vous pensez que le petit déjeuner est composé de féculents, d'eau et de fruits. Réponse B, si vous pensez qu'il est composé de féculents, de fruits et de produits laitiers. Ou réponse C, si vous pensez qu'il est composé de féculents et de produits sucrés. On vous laisse quelques instants pour y répondre. N'hésitez pas. Et encore une fois, voilà, on va parler de famille d'aliments, on y reviendra un petit peu. Mais on a déjà fait une intervention sur les 7 familles d'aliments qui est disponible en replay. Donc le chat est disponible, vous avez un icône avec une petite question dans une petite bulle, donc sur votre droite. N'hésitez pas, vous avez juste à taper A, B ou C. Alors, on a des timides aujourd'hui ou peut-être des problèmes de connexion. Alors, on va avancer. La réponse était la réponse B. Il est conseillé pour un petit déjeuner équilibré d'avoir un féculent, un fruit et un produit laitier. Adeline, je vous rends la parole pour la composition du petit déjeuner. Donc effectivement, on a besoin d'un féculent. On va voir pourquoi et quoi amener au moment du petit déjeuner, d'un produit laitier, d'un fruit, d'une boisson qui n'apporte pas forcément de sucre. Et on peut compléter par un petit peu de matière grasse et un produit sucré. Donc, si on regarde un petit peu dans le détail, pourquoi on va amener ces aliments, on va en fait avoir besoin d'énergie, d'énergie qu'on appelle les glucides. Souvent, on parle de glucides lents, de sucre lent. Et ce féculent va nous servir de cet apport. C'est ce féculent qui va nous permettre de tenir entre le petit déjeuner et le moment du midi. On a dit qu'on avait besoin aussi, notamment chez les enfants, de grandir, d'avoir des os bien solides. Et pour ce fait, on va avoir besoin d'un produit laitier qui va nous amener le calcium, les protéines nécessaires à nos os. À l'âge adulte, il faut quand même entretenir ce capital osseux. On l'avait vu la semaine dernière par rapport donc, aux apports en calcium qui sont un petit peu plus importants chez l'enfant, d'où cette remarque par rapport à la croissance. Et puis, on a besoin aussi d'apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, et ce, pour une bonne digestion, un bon fonctionnement de notre corps. Et donc, le fruit va être intéressant dans cet apport-là.
Alors, il y a parmi les différents groupes d'aliments peut-être quelque chose qui est important à avoir tout au long de la journée. C'est pour ça que dès le matin, en fait, on a besoin d'hydrater notre organisme, notamment, alors ça peut être de l'eau, mais ça peut être aussi le lait, les tisanes. L'idéal étant une boisson sans sucre, puisque la notion de sucre, on l'avait vu la semaine dernière, hein, enfin il y a 15 jours, c'était pour le plaisir et donc ne pas cumuler ce plaisir hein, tout au long de la journée, tout au long des repas, c'est important. Alors, une petite parenthèse par rapport au thé, au café, hein, qui sont plutôt déconseillés pour les enfants puisque ça apporte de la théine, de la caféine qui ont tendance à énerver. Donc, on va plutôt garder ces boissons-là hein, pour l'organisme des adultes en sachant qu'ils ont plutôt tendance à être diurétiques et du coup à déshydrater l'organisme plutôt que l'hydrater. Donc, bien penser quand même à l'eau hein, tout au long de la journée. Donc, petite Question suivante. Alors, quelle céréale privilégier? Donc, vous avez plusieurs images. Donc, l'image qui sera pour la réponse A, donc des céréales au miel. L'image B, où on retrouve des flocons d'avoine. L'image C, où on retrouve cette fois des céréales au chocolat. Et l'image D, où on trouve un muesli avec du lait et des fruits. Alors, n'hésitez pas, je vois qu'il y avait eu une réponse juste avant qui a été un petit peu tardive, peut-être des soucis de connexion jusqu'à temps que ça arrive à nous. Donc, on avait eu la réponse B pour la question d'avant. Alors, on vous laisse quelques minutes pour nous répondre. Quelle céréale serait à privilégier? Donc, réponse A, les céréales au miel. Réponse B, les flocons d'avoine. Réponse C, les céréales au chocolat. Et réponse D, le muesli. Alors, on a une réponse de Mélanie qui nous dit la réponse D, donc plutôt le muesli. Alors, on va voir cela tout de suite avec Adeline qui nous a fait un petit comparatif de ces céréales. Donc, si on va fouiner un petit peu sur l'étiquette de nos paquets de céréales pour enfants ou des céréales qu'on peut trouver dans tout le rayon, hein, qui est assez important, on va regarder en fait différents éléments pour nous aider à pouvoir les comparer et à choisir les plus intéressantes. Donc, le sucre, c'est les glucides de manière générale, qui apportent l'énergie, mais aussi les sucres qui ont tendance à apporter ce goût sucré, hein, dont le sucre, qui du coup sont plutôt ceux à limiter. Qui est un bon apport de glucides et plutôt intéressant parce que ça va nous permettre de tenir à condition que l'apport en sucre, lui, soit moins important, hein, soit le plus bas possible. Et du coup, on a aussi parfois les graisses, qu'on appelle les lipides, qui peuvent être plus ou moins importantes dans les céréales. Donc, si on regarde sur nos céréales chocolatées, on voit que l'apport en glucides est du coup de presque 80%, hein, donc plutôt quelque chose qui va amener de l'énergie. Mais quand on regarde, finalement, il y a 31 grammes sur ces 80 grammes d'apport de sucre, donc ce qui est plutôt assez important. Peu de graisse, 2,93 grammes pour 100 grammes de céréales.
Si on regarde les céréales fourrées au chocolat, elles sont plutôt équivalentes en termes de sucre. Par contre, elles sont beaucoup plus importantes en termes de graisse. Donc, il faut retenir que les céréales fourrées au chocolat sont plutôt assez grasses et assez sucrées comme les céréales chocolatées. Les céréales qui contiennent des fruits secs sont assez intéressantes, hein, mais on va retrouver quand même un petit peu plus de sucre. Si c'est des fruits oléagineux, on va retrouver aussi un petit peu plus de graisse. Tout dépend du coup la composition. Et si on regarde le muesli, on a un apport en sucre, en graisse qui est un petit peu moindre. Et les flocons d'avoine vont avoir un apport nutritionnel effectivement beaucoup moins important, hein, puisqu'on n'a que 1,84 g de sucre pour 100 g, avec un apport de glucides, donc plutôt des glucides complexes qui nous apportent de l'énergie, hein, on est sur 58 g. Donc avec la majorité, je vous répète, de choses qui va tenir, hein, nous permettre d'avoir une absorption lente. Et on a un apport de graisse qui est de 7,7 g. Donc finalement, les flocons d'avoine étaient plutôt assez intéressants. Les mueslis peuvent être également une bonne alternative. Les céréales au miel et chocolatées sont beaucoup plus riches en sucre et donc moins intéressantes pour tenir sur le long terme. Elles sont plus dans la notion de plaisir. De façon occasionnelle, hein, plutôt que sur le quotidien si on va avoir plein d'énergie et bien tenir notre matinée. Ces céréales nous permettent d'apporter l'énergie, je vous disais donc c'est le féculent de manière plus générale, hein, qui a ce rôle-là. Et c'est vrai que le pain est un féculent plutôt intéressant pour le matin. Notamment si c'est un pain en céréales, un pain complet, un pain de campagne, on va retrouver une farine qui est moins raffinée, moins blanche, qui contient du coup plus de fibres, plus de vitamines, qui va être du coup plus longue à digérer et à absorber pour notre corps, ce qui va nous permettre de ne pas avoir plus d'énergie en calories, mais d'avoir une diffusion plus lente et du coup de tenir plus longtemps, ce qui peut éviter les coups de barre de fin de matinée, 11h, 11h30. Des fois, en changeant le féculent, en ayant un féculent qui est absorbé plus lentement et en privilégiant du coup plutôt un pain en céréales qu'un pain blanc, ça peut être une bonne alternative pour améliorer la qualité du petit déjeuner. On peut avoir aussi de façon pratico-pratique, on va dire, puisque des fois, j'ai la remarque, moi, au cabinet, que le pain peut être difficile à conserver. Ces boules de pain qui, justement, se conservent 2, 3, 4 jours, qui peuvent être toastées, grillées, hein, mais qui peuvent être aussi mises au congélateur et ressorties. Et après, on peut avoir en dépannage des petits pains suédois, des pains des fleurs, hein, éventuellement des biscottes et des céréales, pourquoi pas, mais en restant sur des céréales qui apportent peu de sucre, peu de graisse, pour vraiment apporter une énergie lentement et ne pas être dans la famille des produits gras, sucrés, salés qui sont à limiter. Donc, bien faire attention aussi au niveau de la liste des ingrédients, qu'on ne voie pas forcément un ajout de sucre dans cette liste des ingrédients, ce qui permettrait d'avoir du coup des pains, des céréales sans sucre ajouté et juste avec l'amidon contenu naturellement dans la céréale, hein, puisque les pains sont faits également à partir de céréales. Attention aussi peut-être aux viennoiseries, aux petites brioches, briochettes, hein, aux biscuits qui peuvent contenir également beaucoup de graisse, de sucre, hein. Il suffit de tourner l'emballage et de regarder un petit peu la composition pour s'apercevoir que ces produits-là sont faits à partir de farine, oui, mais également de graisse, de sucre. Et du coup, peut-être le côté occasionnel, le week-end, hein, où on se lève des fois un petit peu plus tard, où les enfants ont peut-être moins besoin d'être concentrés sur leurs devoirs et ce qu'ils font en classe. Ça peut être voilà, le côté gourmand du week-end avec le petit pain au chocolat, pourquoi pas. On a aussi besoin d'un autre élément. Je laisse la parole à Caroline. Alors, nouvelle question. N'hésitez pas à nous répondre dans le chat. Quel produit laitier on va privilégier? Alors, réponse A, un yaourt nature. Réponse B, un lait aromatisé à la fraise, par exemple. Et réponse C, un fromage à pâte dure comme le gruyère.
Alors, on vous laisse quelques minutes pour y répondre. À votre avis, quel produit laitier on va chercher à privilégier dans le petit déjeuner? Donc A, le yaourt nature, B, le lait aromatisé et C, le gruyère. On attend de vous lire. Voilà, je rappelle le chat que vous allez trouver avec le petit icône, la bulle et le point d'interrogation. Alors, Mélanie, merci de nous répondre. Réponse A, donc le yaourt nature. Alors, en effet, on va voir que en fait, on va déjà varier un petit peu au niveau des produits laitiers. Donc, Adeline, quel produit laitier conseillez-vous? Donc c'est vrai que le produit laitier peut être une source intéressante, on l'a dit, de protéines, de calcium, mais peut être source aussi de graisse et de sucre qui, eux, sont moins intéressants. Donc l'idéal étant encore la variété, on l'avait répété plusieurs fois sur le premier live, et du coup cette variété elle peut être intéressante aussi en fonction des goûts. Il y a des personnes qui vont être plus sur un petit déjeuner sucré, on va dire, donc le yaourt nature peut être intéressant avec éventuellement une petite cuillère de confiture de sucre de façon occasionnelle. Mais attention à ne pas cumuler cet apport-là de sucre tout au long du petit déjeuner. Et puis, le fromage peut être aussi intéressant pour ceux qui préfèrent le salé. Et parfois, ça peut même être plus intéressant d'avoir le fromage dès le matin, ce qui permet de tenir un petit peu plus longtemps dans la matinée. Attention, néanmoins, ça reste un produit laitier qui apporte pas mal de matières grasses. Donc, pas avoir du fromage non plus à chaque repas. On a également le lait qui peut être intéressant. Donc là, la proposition était sur un lait aromatisé. Si on l'aromatise soi-même, on peut doser la quantité de sucre. S'il est aromatisé dans le commerce, en général, il contient plusieurs morceaux de sucre. Et après, on avait la possibilité aussi de l'aromatiser de façon plus naturelle avec un fruit mixé, pourquoi pas. Sur ces alternatives-là et du coup, en fonction de l'envie, en fonction de ce qui peut passer, avoir les uns ou les autres au niveau des produits laitiers. Vous avez également les fromages blancs, les petits suisses qui peuvent être intéressants à privilégier nature. Pour ceux qui c'est un petit peu plus difficile, une cuillère de sucre de confiture, mais avec parcimonie quand même. Attention quand même, du coup, avec ces produits qui sont industrialisés, tout ce qui est lait, yaourt, qui sont déjà aromatisés dans le commerce, contiennent plutôt 2-3 morceaux de sucre que notre cuillère de sucre qui équivaudrait finalement à 3 fois moins de sucre. Et une petite remarque par rapport aux laits végétaux qui sont assez à la mode, ils sont plutôt déconseillés chez les nourrissons et pas forcément recommandés chez les enfants non plus s'il n'y a pas de problème d'allergie, de choses particulières. Autant varier les sources plutôt que de basculer vers les produits végétaux qui peuvent être des fois pas suffisamment nutritionnellement parlant apporter des vitamines, des minéraux et du coup être un petit peu gênant. Et puis une petite remarque avec les fromages fondus, vous savez les petits fromages là qui se mangent bien à la cuillère mais qui finalement n'apportent pas beaucoup de calcium, apportent pas mal de sel et sont vite consommés par les enfants. Gardez en tête que la mastication est quand même quelque chose aussi d'important
et que voilà, on peut peut-être alterner entre les produits un peu fans chez les enfants, mais moins intéressants au niveau nutritionnel, avec les produits un petit peu plus intéressants nutritionnellement et les rendre un peu plus attractifs aussi par la variété. Donc, par rapport aux produits laitiers, aux féculents, donc on a ce besoin-là pour le matin, mais on a aussi besoin d'un autre élément. Donc, je vais laisser la main du coup à Caroline pour une nouvelle question. Alors, peut-être juste avant de vous passer la question quiz, on avait une question de Véronique dans le formulaire d'inscription qui nous disait voilà, mon fils a 5 ans et il boit uniquement un biberon de lait le matin. Et voilà, comment faire la transition entre le biberon de lait et le petit déjeuner classique pour un enfant. Adeline, est-ce que vous pouvez nous donner des petites astuces là-dessus, sur la transition? Alors effectivement, c'est pas chose toujours aisée, le passage du biberon à un petit déjeuner autre. Alors si c'est un lait de croissance, c'est vrai que des fois la transition est un peu compliquée, on peut ruser en passant progressivement, des fois en faisant moitié-moitié, en gardant le même contenant mais en changeant le contenu. Et voilà, après, le biberon, c'est vrai que c'est le côté un petit peu rassurant. Des fois, les tasses avec des petits becs, ça peut être un objet de transition aussi. Le côté ludique, trouver aussi voilà, un petit bol sympa, choisi avec l'enfant, avec des petites anses, pratiques à tenir. Et puis, l'idée, c'est aussi à un moment donné qu'il puisse y avoir des choses à manger qui permettent de tenir. Donc, peut-être profiter du week-end, d'un repas en famille pour amener ces éléments-là plutôt qu'à un moment très speed de la semaine où là, ça pourrait être compliqué, effectivement, parce qu'on n'est pas forcément posé. On n'a pas forcément le temps. Donc, c'est vrai qu'un moment calme, zen, pour faire la transition est des fois plus adapté. Merci pour cette réponse. J'espère que ça aidera Véronique. Alors, je vais passer à la question suivante pour continuer sur les familles d'aliments. À votre avis, quel fruit est à privilégier pour le petit déjeuner? Donc, réponse A, un jus d'orange. Réponse B, une compote. Et réponse C, un fruit cru. Alors, n'hésitez pas à nous répondre ce que vous en pensez par rapport aux fruits. Est-ce que le jus d'orange est à privilégier? Est-ce que la compote ou le fruit cru est à privilégier? N'hésitez pas à nous indiquer ce que vous pensez dans le chat. Réponse A, B ou C. Je vous laisse quelques instants pour nous répondre. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident. On a envie de dire tout en fait. Tout est à privilégier. Alors, j'ai laissé Adeline nous répondre, notamment sur le jus d'orange. Donc, effectivement, le fruit, on peut l'amener sous différentes formes, mais le jus d'orange, effectivement, n'est pas une forme à privilégier puisque, en général, si on prend un jus de fruits et un bon verre de jus de fruits, on a plutôt l'équivalent du sucre de 2-3 fruits. Et surtout, entre un jus de fruits, une compote et un fruit à croquer, on va avoir une différence au niveau de la mastication. Le fruit qu'on croque comme ça, si on prend une clémentine, un kiwi le matin par exemple, on va être obligé de le mastiquer. Donc, ce qui va nous rassasier, nous permettre de nous caler. Alors que si on boit un verre de jus de fruits, on va très vite l'absorber. Donc, c'est vrai que pour un enfant qui a faim le matin,
Il va vraiment falloir privilégier le fruit à croquer, au risque sinon qu'il multiplie les consommations pour arriver à se caler en termes de volume. Un enfant qui a un petit peu de mal avec un fruit, pourquoi pas essayer effectivement la compote ou le jus de fruits, mais c'est quand même pas l'idéal. Après, voilà, on a toujours un petit peu de souplesse aussi en fonction de ce qui peut passer et de l'enfant. Il peut y avoir une alternative aussi, les fruits secs. Des fois, les abricots secs, par exemple, peuvent des fois être appréciés. Donc, petite remarque par rapport aux compotes. Si vous prenez pour changer un petit peu des fruits, des compotes, essayez soit de les faire vous-même, et dans ce cas-là, on peut mettre un peu de vanille, un peu de cannelle pour renforcer un peu ce goût. Et si vous les prenez dans le commerce, bien faire attention qu'elles soient sans sucre ajouté, ce qui permet d'avoir que le fruit, le sucre du fruit et pas du sucre rajouté en plus. Ça, on le voit au niveau de la liste des ingrédients, mais souvent c'est noté en tout grand, sans sucre ajouté. Attention, pas sucre en moins, sans sucre ajouté. Et puis effectivement, comme c'est noté sur le diaporama, les jus de fruits ne comptent plus comme une portion de fruits, ça reste un produit qui est sucré, donc plutôt de façon occasionnelle. Et si vous le faites de façon occasionnelle, privilégiez le jus de fruits que vous pressez maison ou alors dans le commerce un 100% pur jus. Attention avec les nectars qui en fait contiennent le jus met du sucre. Ça, on le voit très bien dans la liste des ingrédients, cet ajout de sucre dans les nectars. Et ça peut être plusieurs morceaux de sucre pour un verre de jus de fruits. On peut arriver à 4-5 morceaux de sucre des fois, un peu comme les sodas en termes d'apport en sucre. Bien privilégier aussi les fruits de saison et la variété. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de clémentine, de kiwi et pas de fraises, de cerises pour en ce moment. Mais voilà, chaque période, on pourra avoir des fruits différents aussi pour ne pas se lasser de ce petit déjeuner. Alors, on avait une question de Sandra qui nous demandait justement sur le jus de fruits, est-ce que c'est à proscrire par rapport à cette quantité de fructose par rapport aux fruits? Donc, voilà, peut-être voir ce que c'est la différence entre le fructose, le sucre qu'on va ajouter, et est-ce que vraiment les jus de fruits sont à proscrire, Adeline? Alors, le jus de fruits n'est pas à proscrire. D'ailleurs, aucun aliment n'est à proscrire. Par contre, effectivement, le fructose, c'est le sucre qui est contenu naturellement dans le fruit. Donc ça, voilà, de manière générale, il va être amené en mangeant des fruits, ce qui est tout à fait nutritionnellement parlant intéressant. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Donc ça ne sert à rien de manger 10 fruits par jour. Et quand vous avez un verre de jus de fruits, souvent, il va falloir en avoir plusieurs pour avoir la bonne quantité. C'est là où, du coup, ça fait une quantité plus importante. Et notamment, si c'est un nectar ou un jus de fruits où l'industriel a rajouté du sucre, on va rajouter un sucre qui est absorbé très rapidement par l'organisme et du coup, qui va être, lui, beaucoup moins intéressant puisqu'il risque d'aller se stocker. J'espère avoir répondu à la question. Donc, bien toujours être dans la variété. Et si vous prenez un petit verre de jus de fruits de temps en temps, on n'a pas péril dans la demeure. Alors, peut-être une question complémentaire par rapport aux fruits. Il y avait Magali qui nous disait mon enfant ne veut manger que des gâteaux sucrés au petit déjeuner. Comment on peut arriver à introduire les fruits dans le petit déjeuner? C'est pas forcément facile le matin. Donc, par rapport à cette nouvelle question sur les biscuits assez sucrés du petit déjeuner, c'est souvent une question d'habitude. Et cette habitude, effectivement, pour la casser, il faut y aller aussi progressivement, en proposant peut-être des choses différentes, peut-être en privilégiant effectivement les moments encore du week-end ou autre pour ouvrir un petit peu à la variété.
faisant des fois un peu comme au restaurant, comme quand on est à l'hôtel, hein, proposer différentes choses sur la table et puis que l'enfant puisse goûter hein, et du coup avoir des petits fruits en morceaux coupés, hein, pratiques à consommer, ça peut être une bonne alternative. Au niveau du petit déjeuner, c'est vrai qu'on a quand même besoin de se faire plaisir. Et c'est vrai que les produits sucrés hein, sont cette notion de plaisir, donc on peut en avoir quand même de façon occasionnelle hein, ou en petite quantité. On a parlé de confiture dans le yaourt, mais ça peut être aussi un petit peu de la confiture sur le pain. Mais si on a de la confiture dans le yaourt, du miel sur le pain et qu'on prend un lait chocolaté, ça peut faire des fois beaucoup de sucre absorbé sur le même repas. Donc, vigilance au petit cumul, tout simplement. Et puis, on a besoin quand même de matières grasses, hein, de matières grasses qui vont nourrir notre cerveau, qui vont rentrer dans la composition de nos cellules. Et pour ceux, un petit peu de beurre sur le pain, ça peut être une bonne idée. Ou alors, pour les plus grands, hein, pas pour les petits, parce qu'il y a le problème de mastication, mais tout ce qui est fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, ça peut être quelque chose de sympa, hein, notamment dans des céréales, par exemple, hein, dans lequel vous pouvez retrouver du coup des petits morceaux de noisettes ou d'amandes dans un yaourt ou dans du lait. Et puis, on parlait tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient peut-être plus salés. Donc, les œufs, la charcuterie peuvent être consommés de façon occasionnelle hein, le matin. Vigilance peut-être après à l'apport de viande, poisson ou œufs dans la journée pour ne pas avoir non plus un apport trop important de protéines pour les petits. Ça reste un apport hein, au niveau de la charcuterie assez riche en graisse, en sel, donc c'est pas quelque chose à prendre tous les matins et peut-être privilégier plutôt le jambon blanc que du bacon gras ou des saucisses ou des choses comme ça qu'on peut voir des fois dans les brunchs. Donc vigilance à tout ce qui est produits gras, sucrés, salés, hein, qui était le haut de notre pyramide la dernière fois. Alors, on a souvent une question aussi, notamment en consultation, quand je fais des animations, sur le fait du petit déjeuner qui est des fois un petit peu difficile à prendre pour certains et qui n'est pas toujours pris. C'est vrai que pour certaines personnes, quand il n'y a pas de petit déjeuner pris, eh ben, il n'y a pas de difficulté particulière. La matinée se passe plutôt bien. Pas de soucis. Hein. Et puis, pour d'autres personnes, c'est pas forcément le cas. Hein. Le petit déjeuner est source quand même d'énergie et du coup, bah, ça peut entraîner des troubles de la concentration, un état de fatigue hein, chez l'enfant. On voit des fois des enfants qui, hop, se mettent comme ça sur leur table, hein, sur le coup de 10h30, 11h, parce que bah, un petit déjeuner n'a pas été pris suffisamment ou pas du tout. Et du coup, la concentration est plus difficile puisqu'on n'a pas le carburant pour faire fonctionner nos méninges. Et puis, bah, la sensation de faim, de grignotage, du coup, qui peut arriver au moment de la récré parce que bah, le petit déjeuner n'a pas été pris. Et du coup, on n'apporte plus forcément ce que le corps a besoin. Alors, on a parfois cette sensation de faim qui se fait savoir aussi avec un petit peu d'irritabilité, des enfants qui sont plus énervés hein, aussi. Et des fois, ça peut entraîner des hypoglycémies. Hein. Ce n'est pas que chez les personnes diabétiques qu'on peut avoir des hypoglycémies. Il suffit d'un petit déjeuner qui n'est pas pris, d'une activité physique, hein, une activité sportive, une petite séance de piscine ou d'activité sportive et on a des enfants qui tombent, qui font un petit malaise, hein, une hypoglycémie, un manque de sucre parce que le petit déjeuner n'a pas été suffisant ou pas pris du tout. Donc, pour pouvoir pallier un petit peu à ça, hein, le petit déjeuner, il est important si on ne veut pas avoir de sensation de faim, de fatigue dans la matinée. Donc, il y a des questions à se poser si c'est le cas, si on a faim, si on est fatigué, si vous sentez que votre enfant ne tient pas la matinée, est-ce que le petit déjeuner a été suffisant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a comporté tous les groupes d'aliments qu'on a pu voir? Est-ce qu'il y avait suffisamment de féculents, alors de pain,
Est-ce que la qualité aussi de ce féculent était suffisante? Donc privilégier peut-être, hein, si avec du pain ou des céréales l'enfant a faim, essayer avec du pain complet, essayer avec du pain semi-complet, du pain aux céréales, du pain de campagne et voir ce qui permet de mieux caler votre enfant ou de vous caler vous-même également. Et des fois, on va augmenter un petit peu la quantité. On va peut-être donner une tranche de pain en plus. Si on se lève un petit peu plus tôt, si on a une matinée qui demande un petit peu plus d'énergie, hein, pour répondre. Un peu comme la voiture, on va mettre de l'essence plus souvent si on roule plus. Si on n'a pas besoin de rouler avec, on mettra de l'essence moins souvent. Donc là, bien adapter en fait les quantités aussi par rapport à son niveau d'énergie. Et puis, on va avoir des quantités qui vont augmenter avec l'âge de l'enfant, puisque ses besoins augmentent. Donc ça, c'est important. Justement, Adeline, il y avait une question de Julie qui nous demandait quelle est la quantité adaptée en fonction de l'âge des enfants et notamment pour elle des 8-11 ans. Est-ce que voilà, il y a des forcément voilà, plus l'enfant va être grand, plus les quantités vont être importantes. Est-ce que tu as des petits moyens mémotechniques par rapport à ça? Alors, c'est vrai que par rapport à la quantité de pain, on va avoir tendance à donner un petit peu la quantité de pain, hein, sur notre main. Ça paraît pas trop mal. Après, en termes de poids, on a tendance à retenir l'équivalent, on va dire, entre 40 et 50 grammes pour les petits de pain, hein, c'est déjà pas mal. Mais on peut monter à des fois 100-120 grammes, ce qui correspond à une demi-baguette de pain sur le petit déjeuner pour les plus grands. Tout dépend aussi comment on répartit l'énergie dans la journée et ce qu'on va dépenser comme énergie. Après, on a besoin aussi d'un produit laitier. Et un produit laitier, c'est soit 30 grammes de fromage, soit l'équivalent d'un bol d'une tasse de lait, hein, à peu près 200-250 millilitres qu'on peut avoir le matin, des fois un peu moins, hein, ça dépend aussi voilà, de l'appétence. Ça peut être un yaourt, hein, donc un yaourt c'est à peu près 125 grammes, ça peut être 100 grammes de fromage blanc, ce qui correspond à une petite coupelle, un petit ramequin. Et puis, au niveau du fruit, en termes de quantité, on a tendance à parler de 80 à 100 grammes pour une portion de fruits, ce qui correspond à 2 clémentines, à 1 ou 2 kiwis, à une orange, à une pomme, une compote de pommes, on va être pareil sur un petit ramequin, à peu près 100 grammes. Donc voilà un petit peu en termes de quantité. Et puis après, on peut être sur une petite poignée de fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes, ou alors un petit peu de beurre, hein. Vous voyez les petits morceaux individuels qu'on trouve dans le commerce, c'est à peu près 10-15 grammes. C'est plutôt cohérent pour un petit déjeuner. On a ces repères aussi par rapport à la confiture. Vous avez peut-être eu l'occasion, hein, de trouver des petits morceaux de confiture, enfin des petits formats de confiture. Voilà, sur le demi-format, c'est pas mal. Ça fait l'équivalent d'une cuillère, hein, une bonne cuillère de confiture, par exemple. Voilà un petit peu par rapport aux quantités. Hein. Après, un enfant aussi, il faut qu'il prenne le temps de manger. Et il faut qu'il ait suffisamment bien dormi, hein, pour avoir de l'appétit le matin, hein, et ne pas être fatigué. Donc l'idée au niveau du sommeil aussi de respecter quand même 8, 10, 11 heures de sommeil, hein, en fonction de l'âge de l'enfant, pour qu'il se lève le matin reposé et qu'il ait la sensation de faim aussi. Et de laisser le temps suffisant à l'enfant pour prendre ce petit déjeuner. Si vous levez l'enfant à 8h moins le quart et qu'à 8h, il faut être parti, c'est compliqué de prendre un petit déjeuner. Il faut quand même s'autoriser 10-15 minutes, hein, poser pour prendre le petit déjeuner. Et puis, on a parfois besoin aussi d'avoir le temps de réveiller notre corps. C'est-à-dire que des fois, il faut préparer l'enfant, l'habiller, alors voilà, qu'il ait le temps d'émerger avant de manger quelque chose. Et c'est vrai que pour certains, c'est compliqué. Il y a toujours la possibilité d'avoir une collation des fois à 10 heures chez l'enfant qui vraiment le matin a beaucoup de mal.
ou de réveiller l'enfant un petit peu plus tôt, hein, en le couchant des fois un petit peu plus tôt, hein, pour retrouver un rythme cohérent par rapport à son fonctionnement à lui. Et puis, il faut réfléchir aussi que des fois, si on a mangé un peu trop la veille au soir, on n'a pas forcément beaucoup d'appétit le lendemain. Et qu'un repas un peu trop copieux, hein, au dîner peut engendrer aussi un manque d'appétit sur le matin. Donc, bien avoir un temps posé, un sommeil suffisant et des repas bien répartis dans la journée, ça va plutôt aider à ce que le petit déjeuner soit équilibré. Alors, je ne sais pas, Adeline, si tu vois les commentaires. On a Mélanie qui nous dit et si on prenait un peu de chocolat avec le lait? Alors, ça peut être effectivement une alternative aussi de mettre un peu de chocolat dans le lait. Ça reste un produit sucré, hein, notamment les cacaos pour enfants. Vous avez sinon les cacaos amers qu'on peut utiliser en pâtisserie, genre le Van-Houten, hein, qui sont des chocolats non sucrés. Et là, du coup, on peut doser le sucre qu'on rajoute et limiter cet apport-là. L'idée étant, si le lait est chocolaté, de ne pas avoir un morceau de pain qui va contenir de la confiture avec un jus de fruits à côté, puisque là, on aurait un apport de sucre un peu trop important. Mais pourquoi pas se dire, une fois c'est le lait avec le chocolat, le lendemain, ce sera la confiture sur le pain, et une fois pour se faire plaisir de temps en temps, le verre de jus de fruits, qui comporte aussi à côté, bien sûr, les autres éléments du petit déjeuner, mais qui seront, eux, sans sucre ajouté ou sans sucre contenu dans le produit industriel. C'est souvent là où est le piège. Alors, question suivante. À votre avis, par rapport à ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, quel est le petit déjeuner qu'on va privilégier? Bien sûr, on a dit, hein, rien n'est à proscrire. Voilà, tout est une question d'équilibre. Alors, réponse A, des viennoiseries, donc pain au chocolat, croissant. Réponse B, le petit déjeuner anglais, donc le bacon avec les œufs et les pancakes. Réponse C, donc le muesli avec des framboises et des amandes avec du lait. Et réponse D, un petit smoothie lait fraises. Alors, n'hésitez pas à nous répondre. On vous laisse quelques minutes. Qu'est-ce qu'on privilégierait pour notre petit déjeuner? Les viennoiseries, le petit déjeuner anglais, ensuite le bol de lait au muesli avec des fruits et des fruits à coque, et le réponse D, le smoothie lait fraises. Alors, la réponse D, pour Mélanie. Le petit lait fraise, un smoothie. C'est très à la mode, le smoothie. Alors, Adeline, je te laisse peut-être faire un point sur voilà, le petit déjeuner idéal et pas forcément seulement en composition. Voilà, je te laisse. Donc, c'est vrai que le petit déjeuner, donc viennoiserie, comporte quand même pas mal de graisse, de sucre caché. Donc, on l'avait dit à plusieurs reprises, peut-être à conserver pour le week-end, pour le côté plaisir. Sur le brunch anglais, ça peut être intéressant, pareil, sur peut-être le week-end, un jour où on a besoin de tenir un petit peu plus longtemps parce que le déjeuner va être plus tardif, mais de façon occasionnelle. Donc, on va retrouver quand même un apport de protéines assez important, donc vigilance après sur le reste de la journée. Le muesli va être notre féculent, les fruits pour le côté fruits, et donc on va avoir le produit laitier et le côté graisse avec les fruits oléagineux. Donc on est plutôt sur quelque chose qui comporte du coup tous les groupes d'aliments nécessaires au niveau du petit déjeuner,
qui est plutôt facile, rapide à prendre. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, effectivement, la réponse C. Et puis, donc, Mélanie avait proposé la réponse D. Alors, il nous manque quand même un petit élément dans la réponse D. C'est vrai qu'on peut avoir un smoothie qu'on fait maison avec du lait ou un yaourt et puis un fruit. Mais il nous manque peut-être le côté énergie progressive avec un petit morceau de pain, par exemple, ou des céréales. Donc, l'idée plutôt sur la réponse C, sur le quotidien. La réponse A et B plus pour le plaisir. Et la réponse D, c'est plutôt quand on n'a pas besoin de tenir très longtemps. Par exemple, si on se lève assez tard et qu'on va vite manger, ça peut être une alternative puisqu'on n'a pas besoin de tenir. Par contre, si on doit faire une séance de sport ou que l'enfant va à l'école et a besoin de concentration, la réponse D était peut-être moins adaptée. Donc finalement, si on reprend le petit déjeuner pour qu'il soit au top, il faut être sur quelque chose qui est habituel, d'avoir cette habitude de prendre le petit déjeuner, c'est important. Parce qu'à un moment donné, si on casse l'habitude, c'est plus difficile de revenir. Donc garder cette habitude. En stimulant l'appétit, en trouvant le bon moment aussi pour prendre le petit déjeuner, en dormant suffisamment, en ayant aussi une variété pour se faire plaisir. Alors, il y a des personnes chez qui, voilà, le petit déjeuner, il est plutôt tous les jours le même. Et puis, il y a des personnes qui ont besoin vraiment que ça change. Et si vous voyez que l'enfant commence à se lasser, n'hésitez pas à lui proposer autre chose dans la même famille d'aliments pour pouvoir retrouver un petit peu de plaisir. Prendre son temps, parce que quelque chose, quand on fait qu'on doit être speed et tout ça, ben, on n'a plus envie de le faire. Donc, que ce soit un moment posé, des fois un moment familial aussi, en famille, avec papa, maman ou avec les frères et sœurs, c'est des fois plus sympa que de manger tout seul devant son bol. Voilà un petit peu par rapport au petit déjeuner. Avez-vous des questions ? Alors, hop. Alors, on avait une question dans les formulaires d'inscription de Emmanuel. Quel type de petit déjeuner équilibré on peut proposer et notamment pour éviter la frustration par rapport à ce goût sucré. Et puis une deuxième question de Sandra. Si voilà, on n'a pas forcément le temps le matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir quand même un petit déjeuner équilibré, mais voilà, que ce soit rapide à préparer. Donc, c'est vrai que les propositions, finalement, la C ou la D, avec le muesli dans un yaourt, dans un fromage blanc, dans du lait, avec des petits fruits, des petits morceaux de fruits, une petite source aussi, pourquoi pas au niveau d'amandes, tout ça, c'est quelque chose d'assez pratique. On peut gagner du temps aussi en préparant la veille au soir certaines choses, en mettant sur la table tout ce qui peut être sorti d'avance. Ça peut être un gain de temps, des fois, non négligeable. Et puis, vous retrouvez aussi le besoin de se faire plaisir. Donc, peut-être aussi de voir avec l'enfant ce qui, lui donne envie, ce que lui aimerait. Donc, retrouver ce côté sucré, il faut savoir aussi que plus on a du sucre et plus on a envie d'en avoir. Donc, vigilance par rapport à ça, surtout au cumul. On peut avoir, on l'a dit, un petit peu de sucre, mais ce qu'il faut être attentif, c'est à ne pas cumuler ce sucre. Puis peut-être, voilà, se dire, il y a certaines choses, je pense à la pâte à tartiner, qui peuvent être utilisées peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, mais peut-être pas au quotidien. Et ce côté alternative avec d'autres choses peut éviter ce côté frustration. On a aussi une question de Mélanie dans le chat. Quel genre de fleurs on pourrait manger pour le petit déjeuner, par exemple? Des fleurs pour le petit déjeuner. Alors, c'est parce que j'avais parlé du pain aux fleurs ou par
par rapport aux fleurs comestibles, c'est vrai qu'on est sur le côté présentation souvent, hein, plutôt le côté visuel. Après, en ce qui concerne le pain aux fleurs, je veux bien que Mélanie me confirme si c'était par rapport à ça ou si elle pensait aux fleurs comestibles. Du coup, le pain des fleurs, c'est des petites tartines qui sont faites à partir de céréales. On les trouve souvent dans les rayons bio. Ils sont parfois sans gluten. Et ça permet d'avoir des sources de céréales autres, sarrasin, etc. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. J'attends de voir un petit peu si... Alors, je vois pas la réponse. Je sais pas si Mélanie a répondu. Non, elle n'a peut-être pas encore eu le temps de répondre ou c'est pas arrivé jusque nous. J'ai l'impression qu'il y a un petit temps de latence aujourd'hui. Je vais continuer en vous présentant le petit questionnaire d'évaluation qu'on vous envoie dans le chat parce que je vois qu'il est déjà 19 h. Donc, c'est voilà, un court questionnaire pour savoir si vous avez été satisfait de cette rencontre santé. Également, si les conseils étaient facilement applicables ou pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez peut-être d'autres sujets que vous aimeriez que l'on aborde ou voilà, des commentaires, n'hésitez pas surtout à nous en faire part par ce petit questionnaire. Alors Mélanie, n'hésitez pas surtout à nous confirmer pour je veux bien voir effectivement par rapport aux vraies fleurs. Donc les vraies fleurs qui se consomment, on a la pensée, on a la capucine, on a des fleurs un petit peu de ce type-là. Après, on est plus sur le côté visuel. En général, gustativement, c'est pas forcément excellent pour en avoir goûté plusieurs. Mais c'est vrai que des fois, sur le côté visuel, je l'ai pas mal utilisé sur des ateliers ou je l'ai fait aussi sur des gâteaux d'anniversaire pour ma fille pour décorer. Et c'est plus le côté visuel. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé dans le chat. Et à prendre quelques minutes juste avant d'aller manger. C'est voilà, vraiment très très rapide. Et puis on ne va pas vous prendre plus de temps. Je ne voudrais pas trop qu'on déborde. On est quand même plutôt dans les temps. Alors, je vais juste pour vous dire qu'il nous reste une troisième intervention dans cette série de nutrition en avant les parents, qui sera donc la semaine prochaine, le 11 février à 18 h, même format qu'aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes inscrit, vous recevrez comme d'habitude le mail avec le lien d'inscription. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter autour du goûter et du grignotage. Et puis voilà, le replay sera disponible sur YouTube, mais vous pouvez à tout moment revenir sur le lien sur lequel vous êtes arrivé ici et vous retrouverez le replay sans souci. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Voilà, je sais que c'est pas forcément très évident le chat, mais ça nous permet quand même de pouvoir échanger avec vous. Donc merci et je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Merci Adeline et Anne également qui étaient en support technique aujourd'hui avec nous. Bonne soirée, bon appétit, à la semaine prochaine.